Après 24 heures de séjour au Burundi, Yoweri Museveni a confié à son ministre de la Défense la suite de la médiation dans la crise burundaise. Il n'a pu obtenir que l'engagement des parties à dialoguer jusqu'à un accord. Au Burkina Faso, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui invalide le nouveau code électoral alimente les débats depuis lundi. Dans cette édition, vous suivrez l'analyse de quelques spécialistes du droit électoral. Enfin, le trésor découvert près de Madagascar n'est pas celui du célèbre pirate William Kidd. Selon l'UNESCO, l'épave du navire n'a pas été trouvée et le lingot mis à jour est une barre de plomb. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous démarrons par ce journal, les nouvelles de la crise burundaise. Le président ougandais Yoweri Museveni a confié ce mercredi à son ministre de la Défense la suite de la médiation dans cette crise. Après 24 heures passées à Bujumbura, la capitale du Burundi, durant son séjour, Yoweri Museveni a pu discuter avec les différents acteurs de cette crise et a obtenu leur engagement à dialoguer jusqu'à un accord. Reportage. 24 heures après son arrivée à Bujumbura, le président ougandais Yoweri Museveni a levé le camp ce mercredi. Le nouveau médiateur de la crise burundaise a quitté l'hôtel Bel Air où se tenaient les discussions, laissant le relais à son ministre de la Défense qui est attendu ce jeudi dans le pays. Le parti au pouvoir au Burundi et les partis de l'opposition et la société civile se sont mis d'accord pour négocier intensivement, sans interruption et rapidement pour arriver à un accord. En somme, un séjour sans grande avancée, mais qui semble être apprécié des différentes parties. Je pense que tout le monde est satisfait parce qu'au moins il y a un déblocage. Parce que vous le savez, il y a quelque temps, le dialogue semblait impossible entre la partie gouvernementale et l'opposition et la société civile parce que c'est tous les acteurs qui ont été conviés à ce dialogue. Un dialogue que le ministre ougandais de la Défense est appelé à poursuivre dès ce jeudi dans un contexte toujours tendu où l'opposition réclame que l'élection présidentielle déjà reportée au 21 juillet soit encore retardée, chose à laquelle s'oppose le pouvoir, arguant d'un risque de vide institutionnel à l'expiration du mandat de Pierre Nkurunziza le 26 août prochain. D'une crise électorale à une autre au Burkina Faso. À présent, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui invalide le nouveau code électoral alimente depuis le lundi dernier la polémique. La Cour ouest-africaine a en effet invalidé les dispositions du nouveau code électoral burkinabé qui excluait notamment ceux qui avaient soutenu Blaise Compaoré dans sa volonté de modifier l'article 37 de la Constitution. Mais que pensent les acteurs du droit électoral au Burkina Faso de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Je vous propose de suivre ici des analyses de professeurs. Le professeur d'abord de droit Abdoulaye Soma et du docteur en sciences politiques Abdoulaye Karim Seydou. Ils sont au micro de notre correspondant Claude Romba. Les dispositions du code électoral sont difficilement défendables si l'on veut examiner les choses d'un point de vue scientifique, objectif, au regard du droit. Donc j'avais signalé le problème que posait ce code électoral et j'avais également dit que cela va être extrêmement compliqué que le code électoral résiste à l'analyse objective et résiste à la censure du juge communautaire CEDEAO, ce qui s'est révélé vrai. Quand vous regardez la charte, on vous dit que le changement anticonstitutionnel du gouvernement est interdit. Mais après, on vous définit ce que c'est qu'un changement anticonstitutionnel du gouvernement. Donc, si vous voulez sanctionner une personne pour changement anticonstitutionnel du gouvernement, il faut que vous arriviez à ranger le comportement, les actions de cette personne dans une des catégories définitionnelles du changement anticonstitutionnel du gouvernement. Et donc, cette opération de qualification doit être faite avant toute sanction. Ce qu'on n'a pas eu, c'est que le Burkina Faso n'a pas pris le soin de faire. C'est ça en fait le problème. On ne dit pas que les personnes ne doivent pas être sanctionnées, mais les personnes doivent être sanctionnées suivant un processus qui n'a jamais été respecté. Le code électoral existe, la Cour de justice a dit son droit, il faut que nous interprétons le code électoral d'une manière conforme à la
décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est un mécanisme juridique d'interprétation des normes qui est tout à fait possible. Et c'est le Conseil constitutionnel qui peut et qui devrait assurer cette interprétation conforme. La question de savoir que vaut la charte africaine, la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, qui est aussi un document international, un document régional adopté dans le cadre de l'Union africaine. Et dans ce texte-là, il est bel et bien écrit que les auteurs des changements anticonstitutionnels dans les différents pays ne sont pas éligibles aux élections organisées dans le cadre de la restauration de l'ordre démocratique. Donc, qu'est-ce que ça vaut, cette disposition? Est-ce à dire que la charte de l'Union africaine ne vaut rien aujourd'hui? Voilà, ça c'est une question que je pose. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui on peut demander au Parlement burkinabé de modifier encore les codes électoraux, lorsqu'on sait que le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance interdit les modifications de la loi électorale 6 mois avant les élections, tant qu'il n'y a pas de consensus au sein de la classe politique. Donc est-ce qu'en voulant redresser une situation entre guillemets d'injustice, on a le droit de violer notre principe juridique, notre loi? Au Nigeria, à présent, environ 30 personnes ont été tuées lors d'attaques perpétrées par le groupe islamiste Boko Haram dans 3 localités de l'État de Borno au nord-est du pays. Ces attaques, qui ont eu lieu dans l'après-midi de ce mardi, ont commencé d'abord par l'explosion d'un camion dans la ville de Baga, au bord du lac Tchad. La deuxième attaque a eu lieu dans un village de l'est de Maïdougouri. La troisième attaque a eu lieu dans la ville de Damasak, conquise par Boko Haram, puis reprise en mars dernier grâce à l'intervention des forces nigériennes et tchadiennes. Au Kenya, le centre commercial Westgate de Nairobi va rouvrir ses portes cette semaine. La réouverture du Westgate intervient près de 2 ans après que les islamistes Tchebab somaliens y avaient perpétré un bain de sang. Reportage. Le 21 septembre, vers midi, en pleine heure de pointe, 4 hommes armés de grenades et de kalachnikov avaient fait irruption dans le Westgate au Kenya. Comme tous les samedis, l'hypermarché du centre commercial, ses restaurants et autres boutiques de mode étaient bondés de représentants de la classe moyenne kenyane et d'expatriés. 67 personnes au moins allaient tomber sous les tirs du commando qui très vite allaient se retrancher dans le bâtiment et tenir tête 4 jours durant aux forces de l'ordre aidées par la configuration des lieux. 2 ans après le massacre, le centre commercial rouvre officiellement ses portes samedi. Mardi, des peintres passaient une dernière couche au mur du bâtiment ouvert quelques heures aux journalistes. Une partie du toit du bâtiment s'était effondrée dans les affrontements entre assaillants et forces de l'ordre. Cette section à l'arrière du centre commercial n'a pas été accessible mardi. Selon les propriétaires de l'immeuble, les mesures de sécurité avaient été renforcées sur les recommandations d'une unité internationale de lutte antiterroriste. Notons que, depuis l'attaque du Westgate, les Chebab ont multiplié les attaques spectaculaires au Kenya, auxquelles ils reprochent son intervention militaire dans le sud somalien. Le Kenya a lancé son armée à la poursuite des Chebab en octobre 2011 et a depuis intégré une force de l'Union africaine en Somalie, composée de 22 000 hommes et chargée d'épauler les fragiles autorités de Mogadiscio dans leur lutte contre les islamistes. En République démocratique du Congo, à présent, l'ONU s'inquiète de l'augmentation des violences et des violations des droits de l'homme. Une situation qui perdure depuis le début de l'année et qui devient alarmante à l'approche d'une série d'élections dans le pays. Au total, 1481 cas de violation des droits de l'homme ont été recensés de janvier à juin 2015, soit une hausse de 30% par rapport au semestre précédent et de 21% sur un an, selon le rapport des Nations Unies. Ces violations touchent au droit à la liberté d'expression, à l'intégrité physique et au droit de réunion pacifique et ont été majoritairement commises à l'encontre d'opposants politiques, de membres de la société civile et des journalistes par des agents de police. Prenons du moins à présent la destination du Bénin. Le Premier ministre Lionel Zinsou, en charge du développement, a tenu une séance de travail ce jeudi avec les 10 lauréats béninois de la première promotion du prix de la Fondation Tony Elumelu. La rencontre était destinée à féliciter et à encourager ces entrepreneurs dont les projets ont été sélectionnés par la dite fondation. Précisons que le programme de la Fondation Tony Elumelu vise à former, financer et
accompagner près de 10 000 jeunes entrepreneurs sur le continent africain avec une cagnotte de 100 millions de dollars. Et parlant justement de cette rencontre entre le Premier ministre béninois et les 10 lauréats issus du Bénin et de l'aide de la Fondation Tony Elomelu, je vous propose ici de suivre un extrait de l'intervention de Lionel Zinsou qui est revenu sur la nécessité de promouvoir ce genre de sponsoring pour l'essor économique du continent africain. Suivons ensemble. On est très fiers que dans les appels à projets, vos projets d'entrepreneuriat aient été retenus. Nous trouvons tout à fait remarquable ce qui est fait par la Fondation Elomelu, unique en Afrique, à la fois généreux et inspiré. Généreux parce que c'est un homme qui a créé une fondation et c'est 100 millions de dollars de budget qui vont être consacrés sur 10 ans à encourager 10 000 entrepreneurs et 10 000 projets d'entreprise. C'est sans commune mesure, sans précédent en Afrique, et d'ailleurs assez rare dans le monde, une initiative personnelle aussi puissante. Et c'est inspiré parce que je crois que, en effet, vous représentez des innovations dans un certain nombre de domaines. Les énergies renouvelables, les sciences de la vie, les sciences de la terre, les projets autour de l'agriculture. Enfin, vous êtes dans le numérique, vous allez nous en parler tout de suite, vous êtes dans toute une série de projets, vous et vos 1000 collègues de 51 pays. Et c'est exactement ce qui demain représentera le tissu d'activité économique du continent. Donc vous êtes représentatif de l'Afrique des années 2030. Qui se prépare évidemment en 2015. Donc, il faut grosso modo que votre taux de succès soit le plus élevé possible, parce que l'idée c'est 10 000 entrepreneurs, 1000 par an, finiront par créer 1 million d'emplois. À l'instant, le Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, rendons-nous à présent à Madagascar. Un explorateur américain clamait il y a de cela 2 mois qu'il a découvert le trésor du célèbre pirate, du moins ce William Kidd. Mardi dernier, l'UNESCO a douché les rêves suscités par cette annonce. L'épave du navire n'a pas été trouvée. Le lingot d'or mis à jour est une barre de plomb. Plus de précision dans ce reportage. Pendant 4 jours, à tour de rôle, une équipe de 7 personnes, plongeurs, archéologues, conservateurs, photographes, ont examiné sans relâche les fonds marins de la baie de l'îlot Madame, un petit port commercial quasi désert sur l'île Sainte-Marie, à l'est de Madagascar. C'est dans cette baie polluée au fond vasseux, où stationnent une dizaine de vieux bateaux rouillés, souvent en panne, que l'explorateur Barry Clifford avait affirmé début mai devant la presse mondiale avoir retrouvé l'épave de l'Adventure Galley et une partie du trésor du capitaine Kidd, un lingot d'argent d'environ 50 kilos. Mais pour les experts de l'UNESCO, ce lingot ne participe en rien d'un trésor de pirate puisqu'il est composé à 95% de plomb. Et le gros problème du site, c'est qu'il y a, on le voit, ça a dû être une zone de mouillage pendant très longtemps et ça continue. Et donc il y a énormément de déchets de toute époque. Hein. Et évidemment des déchets industriels, des déchets récents. On trouve de tout sur le site. C'est très très pollué. L'eau l'est aussi certainement. Et du coup, on ne peut pas faire confiance comme ça à ce qu'on voit parce que ça peut tomber bien après le naufrage. Il y a très peu de visibilité sur ce site. Ça apparaît, en fait, c'est un tas de cailloux comme vous avez sur cette plage, ni plus ni moins, mais qui surgit de la vase. Donc c'est avec un sédiment qui est très sale. Pirate écossais qui terrorisait les navires français et anglais, William Kidd a effectivement atteint Madagascar à la fin du XVIIe siècle avant de s'aborder son navire à Sainte-Marie. Il meurt peu de temps après, pendu à Londres en 1701 pour piraterie. C'est pourtant la 2e fois que des doutes sont émis sur une découverte de Barry Clifford. L'an dernier, l'explorateur avait annoncé avoir trouvé la célèbre Santa Maria de Christophe Colomb au large d'Haïti, ce qu'une mission de l'UNESCO avait rapidement démenti. Sainte-Marie est l'objet de beaucoup de fantasmes et attire les chasseurs de trésors et les passionnés d'épaves du monde entier. Selon les registres, il y a des centaines d'épaves le long des côtes malgaches, ce qui en fait potentiellement un haut lieu de l'archéologie sous-marine mondiale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA.